Salut à tous, bienvenue pour ce point GOT numéro 12. On n'a jamais été aussi près du retour de Game of Thrones et de la saison 8 qui sera dans un peu moins de 2 mois. Et du coup, on a des points Game of Thrones qui sont de plus en plus longs, de plus en plus denses, aussi bien pour les news que pour le focus. On enchaîne direct sans perdre de temps avec les news et on en sait toujours un peu plus sur le grand retour de Game of Thrones, surtout du point de vue du casting. En effet, le casting du premier épisode de la saison 8 a leaké et nous donne beaucoup d'indices sur la manière dont va se dérouler ce premier épisode. Première révélation qui n'en est pas vraiment une puisqu'on pouvait s'y attendre, les acteurs qui incarnent Tormund et Beric Dondarrion seront au casting du premier épisode, preuve qu'ils ne sont pas morts dans la chute du mur dans le dernier épisode de la saison 7. Plus surprenant, Vladimir Furdik, celui qui incarne le Night King dans Game of Thrones, ne sera lui pas présent dans ce premier épisode de la saison 8, preuve que ce premier épisode servira vraiment à rappeler les forces en présence du côté des gentils notamment, et puis les retrouvailles, les rencontres, ça va être un épisode chargé en émotions à mon avis. L'une des pires épreuves de ma vie, c'est par ces mots que David Benioff, le co-créateur de la série Game of Thrones avec Dan Weiss, a évoqué le jour où ils ont présenté la première version du pilote à leurs amis. Résultat apparemment peu probant puisqu'ils ont dû retourner 90% de l'épisode et qu'on a eu le droit de voir ce premier épisode sur HBO qu'en avril 2011. Rares sont ceux qui savent que George Martin, l'auteur à qui on doit Game of Thrones, remet depuis plus de 20 ans tous ses manuscrits aux archives de l'Université du Texas. Il est en effet tombé amoureux de la collection de science-fiction de l'université et a décidé d'entreposer son gigantesque catalogue de manuscrits dans cet endroit assez tranquille. Il y a donc une armée de bibliothécaires, un peu comme la garde de nuit, qui est chargée de veiller sur cette collection très vaste qui regroupe, donc je l'ai dit, des manuscrits, des romans Game of Thrones, mais aussi plein d'autres documents un peu secrets. Et c'est en fouillant là-dedans qu'un journaliste est tombé par hasard sur le script de ce premier épisode, de cette première version du pilote de Benioff et Weiss. Alors si les bases de Game of Thrones qu'on connaît sont là, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y aurait eu des choses bien différentes si ce premier pilote avait été accepté et avait rencontré un succès auprès des proches de Benioff et de Weiss. La première version du pilote s'ouvre exactement comme l'épisode diffusé, c'est-à-dire que des Rangers de la Night's Watch sont au-delà du mur et découvrent ces zombies de glace hyper flippants. À la seule différence que ces zombies de glace parlent le langage Scroff, un langage qui est évoqué dans les livres. Autre différence forte en symbole, dans la première version du pilote, Cersei est allée faire un tour dans la crypte des Stark et passée après Robert Baratheon, qui on se souvient a déposé cette plume. Elle s'en est emparée et a demandé à une servante de la brûler, un peu comme un symbole fort. Dans Winter is Coming, Jon Snow n'assiste pas au banquet qui est organisé par Catelyn Stark et la famille Stark en l'honneur de Robert Baratheon. Alors que dans la première version du pilote, il y assiste et il passe son temps à boire avec son oncle Benjen et il finit dans un état pitoyable à devoir partir en trombe parce qu'il a renversé du vin partout. Toujours selon le script, on aurait eu le droit à une scène d'anthologie, une discussion beaucoup plus poussée entre Jaime Lannister et Ned Stark qui aurait évoqué la mémoire du frère et du père de Ned, tous deux assassinés sauvagement par le roi fou Aerys II. Mais le plus gros changement à noter est clairement l'attitude et le caractère du personnage de Catelyn Stark. Un personnage qu'on adore dans la série telle qu'on l'a vu, mais qui aurait pu être bien différent dans la première version du pilote. En effet, là où Catelyn Stark demande, dans la série qu'on a pu voir, à Ned de ne pas aller à King's Landing, dans la première version du pilote, elle lui dit oui, vas-y, fonce, etc. Elle est plutôt assoiffée de pouvoir pour sa famille, puisqu'elle encourage même Sansa à rejoindre King's Landing et à se marier avec Joffrey pour devenir reine. Autre info casting, on va assister au retour de deux personnages qu'on n'avait pas vus depuis un bail, ou en tout cas depuis la saison 6, incarnés par Tobia Menzies et Lino Faccioli. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est deux personnages qu'on connaît bien. L'un incarne Edmure Tully, l'oncle d'Arya, Sansa et de Bran, et l'autre incarne Robin Arryn, leur cousin, vous savez, le têteur fou, celui qui tête sa mère encore à 10 ans, aucun souci. Ces deux personnages sont les deux derniers personnages vivants de la famille Tully, la famille de Catelyn Stark, donc ce sont évidemment des alliés pour Jon Snow, Daenerys et toute la clique, même si ça représente quand même des personnages assez faibles. Je vous laisse regarder les scènes d'Edmure Tully, c'est quand même affligeant et on est loin de Blackfish, un de mes personnages préférés de la série. On savait que le spoiler était un sujet délicat avec Game of Thrones, mais apparemment, l'actrice qui incarne Cersei, Lena Headey, ne rigole pas du tout avec ça. Elle a raconté à Entertainment Weekly, il me semble, qu'elle, lors d'une soirée un peu arrosée, en fait s'était un peu lâchée et avait délivré quelques confidences sur la saison 8 et que le lendemain elle s'était réveillée un peu avec une gueule de bois et avait fait promettre avec un pacte de sang à ses potes de ne rien raconter. On sait qu'elle vanne beaucoup, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de l'intox ?
à vous de juger. Alors si Lena Headey a géré les spoilers de cette manière avec ses amis, c'est beaucoup plus compliqué quand t'es en couple, quand t'es mari et femme, et c'est le cas de Kit Harington qui incarne Jon Snow, et Rose Leslie qui incarnait Ygritte. Ygritte est morte, donc elle ne sait rien de ce qui va se passer dans la saison 8, alors que Kit Harington est parfaitement au courant de ce qui va se dérouler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y reprendra pas Rose Leslie à 2 fois. À la fin de la saison 6, elle avait demandé à Kit Harington de lui dévoiler 2-3 trucs de la saison 7. Et elle a raconté que le mec avait carrément tout raconté, donc que ça lui avait un peu gâché cette saison 7. Donc, pour la saison 8, elle a carrément demandé à Kit Harington de ne rien lui révéler, ce qui est tout à fait normal. Elle veut découvrir la série comme tout le monde. Emilia Clarke a compris qu'elle pouvait utiliser sa notoriété pour des entreprises caritatives. Elle s'est donc associée avec la plateforme Omaze. C'est une plateforme qui permet de faire des dons à des associations et qui, en contrepartie, vous donne accès à des contenus exclusifs ou des expériences exclusives. Vous aurez le droit, via un tirage au sort bien entendu, de l'accompagner sur le tapis rouge pour la grande avant-première de la saison 8 de Game of Thrones. Alors autant vous dire que les compteurs ont explosé et que vous avez quand même peu de chances d'être tiré au sort. N'importe qui a vu la série Game of Thrones sait que David Benioff et Dan Weiss sont des génies, des créateurs incroyables, des conteurs d'histoires, et l'après Game of Thrones s'annonce pour eux extrêmement prometteur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence en fanfare. On sait d'ores et déjà qu'ils ont signé une nouvelle série avec HBO qui s'appelle Confederate. Or, celle-ci prend beaucoup de retard. Le directeur des programmes d'HBO a été amené à s'expliquer là-dessus. Benioff et Weiss ont une très bonne raison de décaler Confederate. Ils ont en effet été contactés par Lucasfilm pour concocter une nouvelle trilogie en marge de l'histoire des Skywalker. On passe maintenant à notre traditionnel focus, et vous l'avez remarqué maintenant, depuis plusieurs points GOT, on s'attaque à du lourd. On va s'intéresser aujourd'hui à un personnage que les fans adorent, moi y compris, le personnage de Jaime Lannister. Généralement, dans Game of Thrones, les rôles sont plutôt bien définis. Les méchants sont très méchants, coucou Cersei, et les gentils sont très gentils puisqu'ils sont des chevaliers au cœur tendre, prêts à aider leurs prochains, coucou Jon Snow. Mais les personnages les plus intéressants pour moi sont ceux qui sont tout en nuances, beaucoup plus complexes, un peu séparés entre le bien et le mal, et leur chef de file, c'est indubitablement Jaime Lannister. Quand on pense à Jaime Lannister, on est forcément tiraillé. La vie de ce personnage, avant même le début de la série, est ambiguë. Il est le Kingslayer, le régicide, celui qui a juré de protéger un roi avant même de le planter dans le dos. C'est une trahison, mais en même temps, moralement, on comprend qu'il fallait passer à l'acte quand on voit les agissements de roi fou Aerys et les atrocités qu'il s'apprêtait à commettre. De la même manière, Jaime mène une relation incestueuse avec sa sœur jumelle Cersei, ce qui est moralement quand même assez compliqué à expliquer, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une sorte d'admiration pour le comportement de Jaime qui est prêt à tout sacrifier pour l'amour d'une femme. Le chemin parcouru par Jaime Lannister dans la série ressemble à un long chemin de croix pour la rédemption. Il a longtemps caché sa grandeur de cœur pour rester fidèle à sa famille, et à un moment, il a décidé de faire ce qui est juste, de prendre son indépendance et d'enfin devenir un héros. Il faut dire que Jaime a profondément changé. Il est loin le chevalier arrogant et malfaisant qui précipitait Bran du haut de la tour de Winterfell. Il a beaucoup souffert, il a subi des épreuves pour en arriver là. Perdu sa main, il a perdu ses enfants, il a fait des rencontres aussi. Tyrion, son frère, avec lequel il a une relation particulièrement humaine et émouvante. Brienne de Torf, un duo indestructible dont on parlera tout à l'heure. Même son lieutenant Bronn apporte une part d'humanité qu'il avait perdue. Dans le dernier point GOT, je parlais de l'évolution du personnage de Sansa, une évolution incroyable. Mais Jaime, lui, a connu une évolution exceptionnelle, puisqu'elle va plus loin, elle va au-delà. C'est un retournement, c'est un changement, c'est une révélation. Jaime Lannister, c'est un parcours bluffant qui fait de lui, à mes yeux, un des meilleurs personnages de cette série, jusqu'à peut-être en devenir le héros. C'est une question qu'on est en le droit de se poser, surtout quand on voit cette dernière scène où on l'avait laissé dans la saison 7. Détail intéressant dans cette scène, le moment où Jaime Lannister recouvre sa main en or d'un gant. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? C'est évident. C'est qu'en fait, il rentre dans les territoires du Nord et donc il n'a pas envie d'être reconnu. Déjà qu'à mon avis, son arrivée à Winterfell va causer quelques soucis puisqu'il n'a pas que des amis là-bas. Ce qui explique une théorie de fan très répandue selon laquelle Jaime Lannister ne viendra pas seul à Winterfell. Il ne viendra pas sans une contrepartie pour se faire accepter. Et la meilleure contrepartie, ce serait de venir avec des hommes, avec une armée pour aider Jon Snow et Daenerys à combattre le roi de la nuit. À partir de là, le stop le plus évident, c'est le château de Riverrun, le château des Tully, qui est occupé par les Lannister, par une partie de l'armée qui est chargée de surveiller les terres. Jaime pourrait avoir envie d'amasser ses troupes et de les ramener au nord. Et là, on pourrait retrouver un personnage qu'on adore, son lieutenant, son fidèle lieutenant Bronn. Puisque, petite info closer, l'acteur qui incarne Bronn et l'actrice qui incarne Cersei sont des ex-époux et en fait, ils refusent de se parler. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous faites attention, il n'y a aucune scène Bronn-Cersei où ils sont ensemble dans la
série, parce qu'en fait ils veulent pas se voir, donc Bronn doit absolument suivre Jaime Lannister au nord. Vous l'aurez compris, je suis convaincu que Jaime Lannister va rejoindre Jon Snow et Daenerys au nord. Et pour les plus sceptiques, il y a une preuve pour moi qui a été apportée par les photos de tournage, une photo de Jaime Lannister où il arbore une armure qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus sombre que d'habitude, sans les ornements, sans l'emblème de la famille Lannister. Des utilisateurs ont fait un rapprochement très intéressant. Elle ressemble grandement à l'armure que portait Robb Stark au combat avec ses soldats du Nord. Une fois qu'on a acté que Jaime Lannister va débarquer à Winterfell, il va se poser la question des retrouvailles avec des personnages et ça va être plus ou moins compliqué pour lui. Alors si on comprend facilement que Jaime Lannister ne va pas être en odeur de sainteté vis-à-vis des peuples du Nord et de la famille Stark à laquelle il a causé beaucoup de tort, il y a des retrouvailles qui vont être beaucoup plus intéressantes que d'autres. La séquence malaise d'abord, Jaime Lannister qui retrouve Bran Stark. Bran Stark qui, je viens de vous le dire, il l'a précipité du haut de la tour de Winterfell et il a donc causé sa perte de mobilité. Je pense honnêtement que ça ne devrait pas vraiment poser de problème étant donné que Bran Stark répète à tout le monde qu'il n'est plus Bran Stark et qu'il est la corneille à 3 yeux. Et puis il y a ces retrouvailles qu'on attend avec impatience, les retrouvailles entre Jaime Lannister et Brienne. C'est une des relations les plus surprenantes et les plus intéressantes de Game of Thrones. Brienne a été là dans les heures les plus sombres de Jaime Lannister. Ils étaient à la fois tellement différents et pourtant tellement complémentaires. Ils formaient un duo indestructible qu'on a hâte de revoir. Ne me dites pas que vous n'avez pas hâte de les voir combattre à nouveau côte à côte et ce, face aux marcheurs blancs. Pour ce qui est de la vraie nature de la relation entre Jaime et Brienne, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a les partisans de la relation amicale, toute simple, ce duo complémentaire qu'on a tant aimé. Et puis il y a ceux qui vont plus loin et qui pensent qu'il peut y avoir une relation plus poussée. Pour Nikolai Coster-Waldau, l'acteur qui incarne Jaime Lannister, c'est tout vu. Il y a des sentiments entre Jaime et Brienne, mais ça n'ira jamais au-delà puisqu'il est lié à vie à sa sœur. Mais d'autres y croient dur comme fer. La vraie problématique de Brienne dans la série, c'est aussi de s'accepter en tant que femme, alors qu'elle n'est pas belle, elle est très grande, elle est très forte, elle n'est pas dans les standards des femmes de Westeros. Mais à travers le regard de Jaime, on la découvre autrement. Jaime la regarde comme une vraie femme, en dehors de ces valeurs qu'elle a, d'honneur, etc., qui sont admirables, il la regarde aussi comme une femme qui peut être désirable. On ne peut pas nier que les nombreuses interactions entre Jaime et Brienne sont chargées d'émotions à tel point qu'elles sautent aux yeux des autres, et notamment Bronn qui s'amuse beaucoup à faire des vannes là-dessus. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le point GOT où on fait le focus sur Brienne et on vous raconte dans le détail la scène incroyable du bain entre Jaime Lannister et Brienne. Et puis il y a des retrouvailles que personnellement j'attends avec impatience, les retrouvailles entre les frères, Jaime et Tyrion Lannister. C'est les deux personnages qui ont eu peut-être la relation la plus sincère, la plus humaine de toute cette famille de dingues. On sait que Tyrion est détesté par l'ensemble de sa famille, d'abord parce que leur mère est morte en accouchant de Tyrion, et puis ensuite pour plein d'autres raisons, notamment Cersei le déteste puisqu'elle le soupçonne grandement d'avoir tenté et réussi d'assassiner Joffrey. Seul Jaime a de l'affection pour lui, il le traite véritablement comme son frère, sans considération de son handicap qui l'a toujours fait passer aux yeux des autres aussi comme quelqu'un de détestable. À eux deux, ils forment aussi un duo redoutable, mêlant intelligence, aptitude au combat, stratégie militaire. Ils peuvent vraiment avoir un gros poids dans le combat contre le roi de la nuit. Et je pense qu'on assistera à une réconciliation totale, j'y crois dur comme fer. On va maintenant attaquer le gros morceau concernant Jaime Lannister, puisqu'il se trouve qu'il est au centre de toutes les théories qui ont toujours été formulées autour de Game of Thrones. La prophétie de Maggie la Grenouille, vous en avez forcément entendu parler tellement on vous en rabâche les oreilles. Dans cette scène de la saison 5 où une sorcière annonce à Cersei, enfant, des choses qui allaient se dérouler dans son futur. Qu'elle allait avoir des enfants bâtards, ce qui est fait, que ces enfants bâtards allaient mourir dans d'atroces souffrances, ce qui est fait, qu'une femme plus jeune qu'elle allait essayer de lui piquer sa place, ce qui a été le cas avec Marjorie par exemple. Et puis il y a quelque chose qui est moins abordé dans la série que dans les livres, c'est le fait qu'elle allait être tuée par son propre petit frère. Et c'est là où Jaime rentre en scène. Cersei a toujours considéré que sa principale menace c'était Tyrion, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle le déteste. Mais Jaime Lannister, étant son jumeau et étant sorti après elle, est aussi en soi son petit frère et donc peut-être une menace. Et ça fait sens quand on connaît la relation tumultueuse et ultra intense qu'il y a entre Jaime et Cersei. Ça ne peut pas finir dans l'apaisement, ça doit forcément finir dans un bain de sang. C'est à ce moment-là qu'entre en scène l'autre principale théorie qui gravite autour de Game of Thrones, la théorie d'Azor Ahai, ce héros légendaire qui, il y a plus de 1000 ans avant les faits de Game of Thrones, maniait une épée en feu appelée Illumination qui lui permettait de venir à bout d'ennemis redoutables. Selon la mythologie créée par George Martin, ce héros s'est réincarné dans un des personnages de la série et c'est lui qui permettra de venir à bout du roi de la nuit. C'est dans la saison 7, on a vu tour à tour Jon et Beric manier des épées en feu et donc ce qui fait d'eux des candidats sérieux au titre d'Azor Ahai. Jaime pourrait être la surprise, le petit twist, l'outsider et être le véritable Azor Ahai. Si on y prête attention, Jaime Lannister coche toutes les cases pour être Azor Ahai. Dans la légende, Azor Ahai doit s'y reprendre à 3 fois pour forger cette épée enflammée qui viendra à bout de l'ennemi.
Le parallèle a été fait par des utilisateurs de Reddit. Les 3 étapes qu'ont dû remplir Azor Ahai, les 3 étapes pour Jaime Lannister, c'est l'émancipation par rapport à sa sœur Cersei. La seconde étape, sa seconde désobéissance envers Cersei, c'est quand il libère son propre frère Tyrion de son cachot, ce qui cause la mort de Tywin Lannister. La mort du lion, comme par hasard, un symbole, alors que Azor Ahai, dans sa seconde étape, lui aussi transperce un lion. Et la troisième et dernière étape, cette ultime désobéissance envers Cersei, c'est bien évidemment le départ et la rupture de Jaime Lannister, qui décide de se ranger aux côtés du Nord pour respecter son serment et combattre le roi de la nuit. Mais il reste une dernière chose à faire à Jaime pour compléter cette troisième étape. C'est en réalisant le Valonqar que Jaime Lannister va devenir Azor Ahai. De la même manière qu'Azor Ahai a étranglé Nissa Nissa pour révéler son pouvoir, Jaime va devoir faire de même avec celle qu'il aime au plus profond de son cœur, Cersei, l'étrangler pour révéler son pouvoir et devenir cette réincarnation d'Azor Ahai. Et le symbole est fort quand on sait qu'une des mains de Jaime Lannister est en or. Ce qui symbolisait par le passé la trahison deviendra en effet la délivrance. Et là le mindfuck est total puisque si Jaime Lannister est Azor Ahai, il n'aura pas Lightbringer, une épée, mais ce sera bien sa main qui deviendra Illumination et qui deviendra une arme redoutable enflammée. Et ça pourrait être annoncé par 2 scènes qu'on a vues dans la série. Une scène que je vous ai déjà montrée, où en fait Jaime Lannister recouvre sa main d'un gant, et en fait on voit que le flocon fond immédiatement sur la main en or de Jaime. Or, une main en or dans le froid doit forcément être froide. C'est comme si, avec la rupture qu'il a eue avec Cersei, cette main avait déjà commencé à être chaude et à faire fondre la neige. Et puis il y a une deuxième scène que je voulais absolument vous montrer, vous l'avez sans doute oublié, mais quand on a ça en tête, elle est forte en symbole. Il y a aussi une rumeur qui circule sur Jaime Lannister et à laquelle je ne crois pas vraiment, ce soit le fait que lui aussi soit un Targaryen. En effet, il y a une histoire dans les romans selon laquelle Joanna Lannister, la femme de Tywin, aurait eu une aventure forcée ou pas, on ne sait pas vraiment, avec Aerys II, le roi fou, et que de ça aurait pu possiblement en résulter un enfant. Tywin pensant que c'était vraiment lui le père, mais en fait c'était Aerys II, le roi fou. Ça expliquerait aussi tous les mystères qui tournent autour de la mort de Joanna Lannister, la mère de Jaime, de Tyrion, etc., qui soi-disant est morte en couche, mais beaucoup parlent d'un empoisonnement de la part de Tywin qui aurait appris la nouvelle et qui aurait été fortement jaloux et fortement contrarié au point de la tuer. Malgré les signes que les gens veulent voir, ils sont blonds, il a une relation incestueuse avec sa sœur, ils ont un enfant complètement taré, ils sont 3, comme souvent chez les Targaryens, je n'y crois absolument pas. Pour moi, le candidat le plus crédible à devenir un Targaryen de la famille Lannister, c'est bien évidemment Tyrion. Ça a beaucoup circulé, mais on sait qu'il a notamment une relation très étonnante avec les dragons. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut prendre les paris. Est-ce que Jaime Lannister va survivre à cette saison 8 ? Pour répondre à cette question, à mon avis, il faut se rappeler d'une scène, voire de 2. C'est celle où Jaime Lannister est confronté au Book of Brothers, ce livre où en fait sont marqués les exploits de tous les chevaliers du royaume. C'est notamment une scène d'anthologie avec Joffrey. Et on voit qu'à la page de Jaime Lannister, il n'y a rien de marqué, ou en tout cas il n'y a aucun exploit. Et il dit à son propre fils, il lui dit « T'inquiète pas, j'ai encore du temps pour ça ». Et je pense que le personnage de Jaime Lannister a envie d'inscrire son nom dans les livres d'histoire. Il a envie de faire quelque chose d'héroïque. Et c'est pour ça qu'il est allé au Nord, pour contribuer au combat contre le roi de la nuit. Alors à partir de là, est-ce qu'il va devoir se sacrifier dans un acte héroïque au combat ? Ou est-ce qu'il va se démarquer au combat mais ne pas mourir ? La question est ouverte. En tout cas, la conclusion favorite des bookmakers est que Jaime Lannister devienne le 1000e Lord Commander of the Night's Watch et qu'il soit chargé de la reconstruction du mur après cette saison 8. Comme je ne pouvais pas faire un focus sur Jaime Lannister sans parler d'un personnage que j'adore, qui est pour moi drôle, qui est impressionnant et qui a un rôle à jouer dans cette saison 8, je devais parler de Bronn dans ce focus. Bronn, c'est le héros de film d'action typique que j'adore. Le mec qui a des aptitudes au combat incroyables, qui est un survivant et qui prend tout avec le sourire aux lèvres, avec ironie, avec humour noir. Ça donne une alternance entre scènes de combat, vanne lourdingue, on adore. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le personnage de Bronn, c'est que c'est peut-être le seul de tout Game of Thrones qui n'est pas intéressé par l'honneur, par des valeurs familiales, par la vengeance, etc. C'est un mec qui vient de nulle part et qui est juste intéressé par la thune et par la gloire, et il le dit ouvertement. C'est ce qui fait de ce personnage un personnage incroyablement paradoxal. C'est un gentil méchant ou un méchant gentil, comme vous voulez, mais il peut commettre des actes totalement immoraux et en même temps être capable de bravoure. C'est cette simplicité, cette honnêteté qui fait que malgré toutes les théories qu'on peut formuler sur Bronn, je pense qu'au final Bronn est Bronn. C'est un mercenaire, un gars qui pour la thune et la gloire est prêt à prêter son épée et à aller au combat parce que c'est ce qu'il sait faire et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il y a juste une phrase qu'il avait prononcée il y a longtemps dans une scène avec Shae et Tyrion qui avait un peu excité pas mal de gens, où il avait expliqué qu'il était allé au nord du mur pour le travail. À partir de là, tout le monde s'était mis à réfléchir, à savoir d'où venait ce mec qui ne révélait rien de son passé. Beaucoup de gens pensent que c'est un wildlings qui en fait est passé de l'autre côté du mur pour se faire de la thune.
Et il y en a d'autres même qui fantasment sur le fait que Bronn était un espion à l'époque, envoyé par Varys pour espionner Mance Rayder et les Wildlings qui devenaient forcément dangereux pour le pouvoir en place. Et puis il y a une théorie beaucoup plus poussée, reprise par beaucoup de gens, qui nous explique que Bronn serait le dernier survivant de la famille reine, de la maison reine. Alors la maison reine, c'était une maison qui était vassale des Lannister et qui a commis un acte irréparable puisqu'elle a essayé de se rebeller contre le pouvoir des Lannister. Résultat, Tywin a exterminé son armée et a exterminé toute la population qui s'était réfugiée dans les mines. Il les a noyés et c'est à partir de là que vient la chanson qu'on connaît bien de Game of Thrones, The Reigns of Castamere. C'est dédié à cette famille, la famille reine. On ne connaît rien du passé de Bronn, mais beaucoup pensent que c'est le dernier survivant de cette famille et qu'il a monté une stratégie beaucoup plus globale pour atteindre les Lannister au plus profond de leur être. Mais là, on est largement dans un truc complotiste. La conclusion pour ce personnage, elle sera belle, puisque les Lannister ont une dette envers lui, même 2 dettes, ils lui doivent 2 châteaux. Et un Lannister paie toujours ses dettes, il aura ces 2 châteaux, ce sera les Twins, le château des Frey. Il deviendra un seigneur comme il l'a toujours rêvé et il sera enfin riche. Voilà, c'est tout pour ce point Game of Thrones et ce focus consacré à Jaime Lannister. Je vous avais prévenu, c'est costaud, imaginez quand on va traiter de Jon Snow ou de Daenerys. Si vous avez d'autres infos ou d'autres théories, mettez-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux points Game of Thrones et de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous, likez, envoyez-nous des cœurs. À bientôt!